Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais. Montre-leur que t'es fragile, tu tiens pas 2 secondes. Besoin de réconfort, lève-toi et tombe. Demande à tes nouveaux potes, puis que t'es au top, ils passent. C'est un bon résumé Du sujet du jour. ouais, du sujet du jour et puis de notre génération, non? Quand même. Ouais, je pense que c'est surtout à Manuel qu'il faut le demander puisqu'il vient de nous apprendre un terme qui est le sujet de ce podcast. Manuel, tu nous as parlé d'extimité. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est et pourquoi tu as envie d'en parler? Attends, parce que là, il doit partager le moment sur ses réseaux sociaux pour sentir le fait qu'il vive. Montrer que t'es avec des stars, hein, Manuel. Ces mecs sont fous. Ces mecs m'épuisent. Ah bah, honnêtement, je connaissais l'intimité, chose que finalement... Putain, c'est bien, ouais, t'as révisé quand même les mots de la langue française, c'est incroyable. Extimité, ça veut dire quoi? L'extimité, c'est l'idée d'exposer ton intimité au plus grand nombre. C'est un concept qui vient de Lacan à la base, qui a été repris par d'autres après. Et en réalité, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas Lacan, mais que c'est une adaptation de Lacan à ce qu'avait dit Freud auparavant. Mais Pardon, juste les gars, qui est Lacan? Un grand psychologue, on va Il dire. est parti, il a laissé son poste Lacan d'ailleurs, je crois. Oh là 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 là. Et donc, le concept, c'est de dire qu'on est entouré par une génération qui arrive sur le marché du travail et qui a été élevée avec les réseaux sociaux et avec l'idée que exposer sa vie au plus grand nombre était devenu un réflexe. Et bon, pourquoi pas quand c'est connu et maîtrisé, mais lorsque ça devient une espèce d'obsession, qu'on vit à travers le regard des autres, que sa propre existence est conditionnée par le fait de la partager avec les autres et de la rendre publique, ça peut devenir problématique, voire pathologique. Et on se retrouve avec des individus qui sont complètement désarticulés, pas montés dans le bon sens et pas du tout prêts à la vraie vie. J'ai aucun jugement, hein, mais au vu de ce que je peux observer depuis que je suis jeune, ça va en gros depuis 10 ans, est-ce que c'est pas dû justement à cette nouvelle génération qui a été éduquée, et j'en fais partie, de manière beaucoup plus laxiste quand on est petit? N'importe quel dessin que tu montres, c'est le plus beau. N'importe quel truc que tu fais, c'est le plus beau. Tout ce que tu fais, c'est magnifique. Aujourd'hui, quand tu as un enfant à table qui commence à raconter quelque chose, tout le monde ferme sa gueule et tout le monde doit l'écouter. Est-ce que finalement, juste pour reprendre si on parle d'un problème, ou en tout cas d'un souci de se sentir exister, est-ce que finalement on n'a pas été conforté là-dedans depuis qu'on est né? Parce qu'on n'est plus du tout dans une génération où les adultes parlent et toi tu fermes ta gueule, et c'est plutôt l'inverse, c'est tout ce que fait l'enfant a de l'importance. Je crois pas que ça vienne de là. Je crois que ça vient à la base de la télé-réalité, mais ça a été décuplé avec Internet. Comment ça vient de la télé-réalité? La télé-réalité, c'est quand même ça repose quand même sur le principe. Ouais, mais ils ont rien inventé. De l'extimité. La télé-réalité, c'est le concept même de l'extime. Oui, bien sûr, mais... On filme l'intimité des gens et on le diffuse au plus grand nombre. Oui, mais cherche d'où est-ce que c'est parti? Pourquoi est-ce que c'est notre génération qui a développé moi, je pense pas que la cause soit Internet. Je pense que la cause vient d'ailleurs et qu'on a profité d'Internet pour extérioriser beaucoup plus facilement et développer cette extimité. L'extimité, c'est quand même le principe de communiquer sur le vide, et je pense que notre génération a vachement développé ce principe-là. Communiquer sur le vide? Ouais, sur le vide intérieur des gens. C'est-à-dire que souvent, ce sont des gens qui ont besoin d'extérioriser une sorte d'ego, donc ils vont te montrer qu'ils sont à une super soirée, qu'ils connaissent quelqu'un qui est un peu connu, ils sont obligés de te montrer qu'ils sont dans un resto un peu stylé, où ils prennent un brunch tendance. Je pense que c'est vraiment la communication sur, et même si c'est par leur métier. Intérieur. D'ailleurs, ils n'y croient pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a tous vu ces vidéos ou ces photos de voilà ce que tu as vu sur Instagram, voilà ce qui était dans la vraie vie. Et ça n'a aucun rapport. Alors tu connais quelqu'un par Instagram, tu te dis ah putain, il est dans des lieux exceptionnels, il bouffe des trucs incroyables, tout est parfait, les décors sont magnifiques, etc. Et puis quand tu vois les photos de making of, c'est la cata. Mais c'est maladif, c'est-à-dire que c'est une espèce de transfert de pouvoir vers les autres. C'est-à-dire que la considération qu'on a pour soi dépend du nombre de likes, du nombre de followers et de l'image qu'on se construit.
Mais moi, et on finit par croire à son propre subterfuge. Et cette génération passe son temps à s'arnaquer. Donc les mecs se font les poches eux-mêmes et ils se disent tiens, j'ai plus de thunes, mais en fait ils sont les premiers à se voler du fric. C'est terrible en fait. Mais je pense que le problème part vraiment d'un besoin affectif aussi de base. Je pense que le fait de voir les autres t'inspire, te rassure et te dit que du coup c'est normal d'extérioriser ainsi ta vie personnelle de manière publique. Mais à travers ça, on règle un problème beaucoup plus rapidement grâce à Internet aujourd'hui, qui est le fait d'être considéré par les autres. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont profité de ça et qui extériorisent tous les jours et autres sans s'en rendre même compte, puisque tout leur entourage fait la même chose, tu règles un problème que tu n'acceptes pas de régler différemment, qui est le fait de te considérer toi-même et d'arrêter de demander aux autres qui te considèrent à ta place. À partir du moment où tu as des enfants en école primaire, quand tu leur poses la question de qu'est-ce qu'ils veulent faire comme métier, ils répondent connu, on a un problème. Ça existe ? Oui, ça existe et c'est même très souvent le cas. Et tu as même connu, peu importe la façon, en fait. La notoriété a pris le pas sur la compétence. La notoriété a pris le pas sur la passion. Mais parce qu'elle est beaucoup plus accessible ? Pourquoi ? Parce que c'est facile, parce qu'on te vend de la notoriété partout. Parce que tu as l'impression maintenant que ce sont des gens lambda qui sont devenus connus. Alors qu'à l'époque, c'était quand même un cercle privé d'acteurs, de footballeurs, etc. Il fallait voir les contacts. Devenir connu en racontant ta vie sur YouTube. Oui, mais connu ne rime pas avec réussite. T'as plein de gens qui sont très connus. Mais pour plein de gens, pas du tout heureux. Et pas du tout heureux, ouais. Pour beaucoup de gens, et particulièrement de notre génération, si. Le fait d'être connu, ça veut dire que tu as réussi dans ton domaine et que c'est vraiment un symbole de réussite. Quels que soient tes chiffres, quel que soit le nombre de livres que tu vends, quel que soit le nombre de vues que tu vas faire sur tes vidéos YouTube, il faut que tu sois un minimum populaire. J'étais en train de lire un article justement d'un média qui s'appelle Putsch, qui explique un petit peu ce concept et qui dit, je cite, « C'est l'ennui de sa propre existence qui est à l'origine de cette extimité et non l'exposition des éléments liés à l'intimité. » Selon Serge Tisseron, tu en parlais tout à l'heure Manuel, qui a écrit un livre sur le sujet, cette extériorisation permet à l'individu de mieux s'approprier ces éléments de vie en les partageant avec d'autres qui auront les mêmes systèmes de valeurs. Selon l'auteur, il s'agit d'un instinct qui serait le moteur de l'existence, puisque ce principe serait présent chez tout être humain, il forgerait l'estime de soi. Mais ça va aussi avec, je trouve, le syndrome de ne rien vouloir louper. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont 3 soirées le même jour. Il faut qu'ils fassent les 3 soirées. Ils vont prendre un verre 30 minutes avec des gens qu'ils connaissent à peine. On est tellement vieux. Aujourd'hui, les jeunes. Mais non, mais moi, c'est dingue. Aujourd'hui, quand je dis oui à quelqu'un pour le rencontrer à 19h, j'ai rien prévu après. Parce que si j'apprécie cette personne assez pour aller dîner avec lui, bah c'est que forcément, je me dis que la conversation on peut juste passer un moment ensemble. Il y aurait beaucoup de choses à dire derrière tout ça. En fait, il y a la question de l'estime de soi. Beaucoup ont finalement assez peu d'estime d'eux-mêmes, doutent énormément et vont chercher dans l'approbation sociale une forme de validation. D'ailleurs, beaucoup disent, lui, est-ce qu'il est validé ou est-ce qu'il n'est pas validé ? C'est devenu une expression. Parce que la validation de soi passe avant tout par la validation des autres. Exactement. Donc c'est une espèce de transfert de pouvoir vers les autres, contre laquelle je me bats. Mais c'est ce qui fait que quand en fait t'es content de toi, tu passes pour un connard auprès des autres. Quand t'en as rien à foutre de la vie des autres et que t'es juste toi et que tu continues d'être toi, ça insupporte très vite. Ça peut insupporter les autres, mais ça n'a finalement pas beaucoup d'importance. Ce qui est grave dans cette affaire, c'est que tu n'arrives pas à fabriquer une espèce de satisfaction personnelle sans l'approbation des autres. C'est ça qui est grave. Tu as absolument besoin de messages, de DM, de followers, etc. pour être content de toi. Ça c'est gravissime. C'est transférer un pouvoir aux autres qui est colossal. Le meilleur exemple, c'est le bac. Quand les gens passent le bac, il faut qu'ils prennent des photos et qu'ils le montrent partout. Alors je dis ça parce que Non, c'est pas le meilleur exemple. Non, mais je sais pas, c'est un truc que t'as réussi pour toi, non, le bac ? C'est parce que Non, on va pas rentrer dans le bac ça m'énerve. Le bac, c'est l'œuvre de Mitterrand. Tu préfères la BAC ? Oui, largement. Et c'est Mitterrand qui, à un moment, décide qu'il va falloir donner le bac à tout le monde parce que ça sera une grande avancée sociale pour tout le monde, ce qui est une idiotie totale. On parle forcément de l'extimité des autres, mais je pense qu'on la pratique aussi. Après c'est notre métier, donc c'est forcément toujours un peu différent, mais je pense qu'on se cache beaucoup derrière notre métier, Romain.
ça nous arrive jamais de poster une photo sur Instagram, de poster une vidéo sur YouTube et de désactiver les commentaires, par exemple. Alors, oui, ok, d'accord. Pourquoi ? Oui. Je pense que ce qu'on attend aussi, c'est d'avoir des compliments des gens, que les gens valident notre travail. Au-delà de l'aspect communautaire, qui discutent entre eux, qui se posent des questions, etc., ce qu'on attend avant tout, c'est la validation des autres. Alors, Ce que vous attendez aussi, c'est une conversation. Alors, à partir du moment où c'est une conversation, je vais vous défendre l'un et l'autre, à la différence d'autres créateurs complètement décérébrés, c'est pas tellement la validation, c'est plutôt la conversation. C'est-à-dire que vous n'avez pas de problème avec les gens qui vont pas aimer dès lors que c'est argumenté. Et qu'il peut y avoir un débat de point de vue, surtout toi Léo d'ailleurs, parce que tu passes du temps, beaucoup sur Twitter d'ailleurs, à être dans des conversations qui peuvent être polémiques, mais je ne te vois jamais t'offusquer d'un argument contraire du moment qu'il est un peu étayé. Ouais. Par contre, je ne vous vois pas ni l'un ni l'autre aller chercher l'approbation des gens à tout prix, être réconforté par le fait que ça plaise au plus grand nombre, etc. Vous ne faites pas un contenu pour qu'il plaise au plus grand nombre. Non, mais je pense qu'il y a une part de ça. Et est-ce que ce serait pas de l'extimité aussi de vouloir exposer une personnalité ? Pas forcément, elle n'a pas besoin d'être approuvée, mais même si elle est choquante. Si moi je vais faire un tweet qui va un peu choquer les gens, qui va montrer que je suis un peu différent, est-ce que ça déjà c'est pas de l'extimité ? Ça va m'obliger de parler de toi dans la vie privée, mais écoute, c'est une part de toi. C'est-à-dire que toi, Léo, t'es quand même un mec d'esprit. Tu peux faire un trait d'esprit, même si ça vexe quelqu'un, du moment que ce trait d'esprit est drôle ou il a de la répartie. Ça, c'est vrai. Tu peux même te fâcher avec quelqu'un pour un mot d'humour, parce qu'il est drôle. Moi, c'est un truc qui me plaît parce que j'adore ça. Donc c'est une forme de qui tu es, exprimé en public, et tu l'assumes et tu le vis pleinement. Le sens de la conversation que je voulais qu'on ait ensemble tous les trois aujourd'hui. Parce que c'est toi qui as trouvé le sujet, il faut le dire. C'est que ce qui est dérangeant, c'est le déséquilibre que cela crée chez les gens. Ce qui est dérangeant, c'est que alors je veux pas forcément parler d'âge ou de génération, etc. Donc je vais utiliser des raccourcis dans ce que je dis, mais m'en voulez pas pour ça. Mais on va dire que les gens qui pratiquent l'extimité ne se rendent pas compte à quel point ils donnent un pouvoir colossal aux autres sur eux-mêmes. Ouais. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est pas parce que ce que tu fais ne reçoit pas d'approbation que ce que tu fais est mal. Ce que tu fais est peut-être incompris. Il y a beaucoup d'artistes qui ont été incompris pendant des lustres avant de finalement recevoir un petit peu de considération de leur époque. On a un exemple très récent avec l'Arc de Triomphe. Oui, par exemple, oui, tout à fait. Et certains artistes ne l'ont même pas connu de leur vivant. Donc, chercher l'approbation des autres, c'est pas le sujet. Ce qui doit te préoccuper dans la vie, c'est trouver une forme d'équilibre avec toi-même, d'épanouissement, de te sentir bien, te sentir progresser, te sentir faire face à tes limites. Le but d'une vie, c'est de s'élever au sens premier du terme. On dit qu'on élève des enfants. Le sens littéral, c'est se hisser vers le haut. Donc, c'est se confronter systématiquement à de nouvelles difficultés. C'est exactement comme l'escalade. Chaque mètre est un nouveau défi. Finalement, la vie devrait être ça, peu importe la vie des spectateurs. Ouais, mais c'est beaucoup plus dur que de poster une photo sur Instagram et de se satisfaire d'avoir des likes de gens qu'on connaît pas. Alors, tu vas trouver des vendeurs de facilité à tous les coins de rue. T'as des gens qui vont te dire, sois entrepreneur, surtout achète ma formation. T'as des gens qui vont te dire, j'ai la solution à tous tes problèmes. Tu veux perdre 30 kilos en 48 heures. Utilise comme j'aime. Anaka 3. On a toujours vu ça dans les trucs télé-shopping avec la ceinture qui fait que tu vas avoir des abdos plutôt que d'aller à la salle et te saigner pendant 2 heures. Exactement. Et donc, des vendeurs de facilité, il y en a partout. Mais la réalité, c'est que, je passe mon temps à le dire, hein, la vie, ça pique. C'est compliqué. C'est long. Ça prend du temps. Ça fait mal. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec un ami d'ailleurs. Cette phrase sur le succès me fume complet. Cette phrase dit « Le succès, c'est comme une femme enceinte. Tout le monde se précipite pour la féliciter. Personne ne sait combien de fois elle a été baisée. »
C'est horrible. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Elle est magnifique, cette phrase. C'est intéressant. C'est-à-dire que, enfin, c'est une formulation un peu choquante pour attirer l'attention sur le fait que derrière chaque succès, il y a énormément d'échecs dont on ne parle jamais. On est dans cette industrie du spectacle. J'imagine déjà les tweets avec le hashtag Takeout. Je suis désolé, mais cette phrase, elle est mémorable. Non, mais je crois que c'est important qu'elle soit choquante. Oui, c'est important parce que c'est comme ça que tu catches l'attention. Et on est dans cette industrie du spectacle où on te vend toujours le résultat, mais jamais les efforts qui vont derrière. On ne juge pas une voiture par sa carrosserie. On juge une voiture par son ingénierie, la quantité d'énergie, de travail, d'ingéniosité, d'innovation qu'il y a dedans. Dire c'est beau ou c'est pas beau, c'est un jugement de valeur et c'est relatif. Donc, et aujourd'hui, les gens passent beaucoup de temps à se juger par des aspects extérieurs et futiles. Et c'est dérangeant parce que ça fabrique beaucoup de personnalités finalement très superficielles. Ça explique aussi pourquoi il y a un vide abyssal dans la culture générale. Moi, j'appelle ça la culture du vernis à ongles. Dès que tu grattes 2 minutes, il n'y a plus rien, en fait. Les gens beaucoup de gens ont une culture qui s'arrête aux 3 premiers résultats de Google. Et souvent, ils ont lu d'ailleurs les titres et jamais les articles. C'est un problème. C'est d'ailleurs pour ça que Twitter, maintenant, met une espèce de message pop-up quand on veut retweeter un tweet qui contient un article pour dire « Avez-vous lu l'article ?» Parce que les gens ont trop tendance à regarder un titre, qui est bien souvent une fake news, et à le retweeter sans même avoir lu un seul paragraphe. Mais tout ce qu'on dit là, c'est parce qu'indirectement, on est tous attirés par le fait de vivre aussi par procuration une vie bien meilleure que la nôtre. Donc quand on suit sur Instagram tous ces gens qui te vendent du rêve, ça te pousse à toi essayer à ton échelle de vendre du rêve à tes 100 pauvres followers qui sont dans le même établissement que toi. Je suis désolé, la question qu'on devrait se poser, c'est de se dire pourquoi il y a des gens dans le monde qui se préoccupent à ce point de l'avis et de l'approbation d'inconnus au lieu de se préoccuper de l'approbation des gens qui comptent pour eux. Parce que c'est plus facile de critiquer des gens que tu connais pas que de te critiquer toi-même en faisant de l'autocritique ou de critiquer des gens que tu aimes en leur disant les choses en face. Je n'arrive pas à me résoudre que tu puisses être plus sensible à 100 likes d'inconnus qu'à la vie de ton meilleur ami, de ton père, de ta mère, de gens proches qui sont soi-disant, a priori en tout cas, bienveillants et aimants avec toi. Moi, je préfère que ma mère m'appelle pour me dire « J'ai vu ce que tu as dit, c'est nul, et il faut que tu arrêtes ces conneries » et m'engueule. Ma mère n'écoute pas le podcast, je l'espère. Heureusement. Parce que elle a la dent dure. La femme enceinte, ça serait pas passé peut-être. Si, ça oui. Ça va. Okay. Je ne suis pas. On a des relations d'adultes. Hein, je ne suis plus un enfant. Et donc je préfère ça et je le valorise beaucoup plus à 1000 likes sur une de mes photos. Avec tout le respect et toute la considération que j'ai pour les gens qui suivent ce que je poste. Mais la vie des gens que je connais, dont je connais les intentions, dont je connais la relation qui nous unit, est extrêmement plus importante que la vie d'inconnus. Mais ta façon de voir les choses est très cartésienne, mais Instagram est bien développé et il y a un aspect dopamine qui s'active à chaque fois que quelqu'un like un de nos posts. C'est pour ça que les gens ne s'élèvent que par l'image. C'est parce qu'il y a cet aspect-là qui rentre en jeu. C'est très intéressant ce que tu dis, Léo, parce que c'est la différence entre le plaisir et la bienveillance. En fait, tu peux avoir du plaisir à voir qu'une de tes photos ou un de tes contenus fonctionne, une de tes vidéos fonctionne, fait des vues. Ça procure du plaisir, c'est agréable. Mais le plaisir est surcoté. Oui. Mais c'est sans commune mesure avec la vie de quelqu'un de bienveillant qui veut te faire progresser, qui lui va te dire c'est super que tu aies fait 600 000 vues sur ta vidéo, par contre je pense que tu peux améliorer ça et ça, et qui va te parler de choses désagréables que les autres n'oseront jamais te dire et qui te permettra de progresser. Mais il y en a un qui t'élève naturellement et il y en a un autre qui élève l'image que les autres ont de toi. Et ce côté-là, il a un effet instantané et facile qui est extrêmement plaisant. Je pense qu'il y en a c'est pour ça qu'on y est accro.
Il y en a un qui est une drogue dangereuse, une drogue dure dangereuse, et il y en a un autre qui te promet un chemin plus difficile, plus compliqué, moins agréable, mais qui te fait grandir beaucoup plus. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que du coup, les gens de ton entourage qui n'ont pas forcément l'habitude de publier ou de participer à ce nombre de publications et autres qu'on peut mettre, vu qu'ils les subissent, même avec des gens proches. Et j'ai déjà eu une situation comme « Ah bah je t'ai pas appelé cette semaine, mais en même temps j'ai vu ce que t'avais fait sur les réseaux. » Comme si ce que j'avais publié, c'était ma vie, alors qu'en fait ce que j'ai publié cette semaine-là, c'était ce que j'ai fait il y a 3 mois. Et en fait les gens sont tellement habitués à se dire qu'ils consomment ce contenu naturellement, qui est tellement vrai et partagé dans l'intimité, que les gens, mais vraiment de mon entourage, ma mère et autres, peuvent vraiment se dire, vu que son métier c'est de partager sa vie, en fait il le résume ainsi, pas besoin de le déranger, j'ai juste à regarder ce qu'il fait sur les réseaux, quoi. Mais moi j'ai une question pour vous les gars, parce que vous êtes des influenceurs. Est-ce que votre travail c'est partager votre vie, ou est-ce que votre travail c'est de partager la mise en scène de votre vie? Mais on est des cas particuliers parce qu'on a mis énormément de distance avec les réseaux. Et moi il n'y a rien de ma vie sur les réseaux. Rien d'intime sur les réseaux. Donc pour le coup, je pense qu'on n'est pas les meilleurs clients pour... C'est pas vrai, il paraît qu'il y a des photos de ta bite qui circulent. Il est vrai, vous pourrez d'ailleurs les retrouver sur mon mime. T'en as fait un NFT, non? Oui. Il est caché dans la blockchain. Bonne chance à tous. C'est un NFT avec des MST. Non, mais je pense qu'on n'est vraiment pas les bons clients pour répondre à ça, parce qu'on a mis vraiment beaucoup de distance avec les réseaux sociaux, donc on partage très peu de Il y a choses une privées. petite part de nous, il y a des trucs, quand tu les regardes bien, quand tu regardes 2-3 photos qui sont différemment mises en scène, où on raconte pas la même chose, etc. Tu peux te dire, ah tiens, s'il a partagé ça, c'est que ça devait lui faire plaisir de montrer ça. C'est vrai que nous-mêmes, on est dans cette phase-là. Mais ça, je trouve ça courageux de votre part, parce que je pense que c'est vachement important pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui rêvent de votre vie et qui regardent en se disant peut-être que moi aussi je peux faire ça, etc. Et ils ont peut-être raison, peut-être qu'eux aussi ils peuvent faire ça, et c'est très bien, mais c'est vachement important qu'ils comprennent, et il faut avoir le courage de leur dire que ce qu'ils voient n'est pas la représentation exacte de votre vie. Ce qu'ils voient, c'est une partie de votre vie, c'est parfois la mise en scène de votre vie, mais c'est pas toute votre vie. Vous pouvez pas faire autant de contenu sur ce que vous avez raté, les déceptions, les rencontres qui ont été malheureuses, les gens qui ont essayé de vous arnaquer, bref, la vraie vie. Et donc, il est extrêmement important d'expliquer aux gens qui vous regardent, je pense que c'est une responsabilité, que d'expliquer que ça n'est pas représentatif de la réalité. Et dans l'autre sens, parce que tu as parlé d'influence de notre côté, sur le côté entreprendre, on te le vend tellement facilement aujourd'hui que j'ai déjà vu des commentaires qui disent « Ah, moi je veux faire comme Manuel, ça a l'air trop cool, je vais entreprendre, je vais gérer des équipes, alors qu'ils n'ont déjà pas su gérer leur réveil ce matin, parce que tout ce qu'ils voient dans la journée, ça les rassure, comme tu le disais tout à l'heure, avec les gens qui te vendent des formations, avec les gens qui te disent « Quittez votre travail maintenant, investissez en Bitcoin, soyez entrepreneur, soyez libre », c'est important aussi qu'ils comprennent que on fait pas ce que tu as fait dans ta vie en regardant une formation, en étant en train de manger des Kellogg's et en ayant dit au revoir à son patron, et puis du jour au lendemain, en 3 mois, on a monté ses équipes et puis ça crée Imakina, quoi. Non, c'est sûr, et je pense... Parce que tu parles beaucoup de nous, mais il y a beaucoup de gens que t'inspirent aussi, Manuel. Et ça, je sais que toi, t'as beaucoup de mal avec ça, parce que pour le coup, on est même à l'inverse de l'intimité avec Manuel. C'est que je pense que même le côté intime de Manuel ne le sait pas lui-même. Et d'ailleurs, il est le temps qu'on dise aux gens, Manuel est une intelligence artificielle qu'on a développée. Écoute, je pense... Là, il est gêné. C'est le moment où il sait pas comment répondre en parlant de lui. Si, je pense essayer de faire ma part. Parle de ton enfance un petit peu là. Comment ça se passait à l'école? J'essaye de faire ma part du boulot, c'est-à-dire que y a beaucoup de gens dans mon industrie qui effectivement vendent que l'entrepreneuriat est l'épanouissement ultime, le saint graal, le summum, etc., etc. Oh boy. Et c'est plutôt la vaste majorité qui dit cela. Moi, je m'oppose à mes petits camarades en expliquant que c'est pas si simple. Et d'ailleurs, comme je les connais dans leur vie privée, pour la plupart d'entre eux, eh bien, je sais aussi tout ce que ça cache. La différence entre l'interview en magazine et la façon dont ils le vivent vraiment.
Je veux être dans la couve de Forbes. Oui, par exemple, on pourrait en parler. Et je vois beaucoup de gens qui font beaucoup de médias, de télé, de radio, de magazines, etc. Et qui, pour autant, prennent leur téléphone et me disent « Ah putain, Manuel, en ce moment, ça va pas du tout, etc. » Et en fait, une semaine avant, tu regardais, il y avait des photos avec sa famille dans la presse, c'était la vie rêvée, etc. etc. Donc, c'est vachement important de dire que non, c'est difficile. Et je ne sais pas pourquoi il y a cette volonté de ne vendre la vie que sur papier glacé. Parce que si demain tu vends une formation pour expliquer aux gens comment devenir entrepreneur, comment créer sa boîte, et que tu dis ça tout de suite, que ça va être difficile, que les gens vont chier avec toi, que la plupart vont peut-être pas réussir ce qu'ils veulent entreprendre, tu vas beaucoup moins vendre que les gens qui vendent une solution beaucoup plus simple, avec des recettes magiques qui marchent à tous les coups. Et en fait, tu vas parler qu'aux gens qui ont déjà testé toutes ces solutions, qui ont vu que ça n'avait pas marché et qui maintenant veulent du concret. Si, ça pourra marcher, mais il faudra qu'il finisse sa phrase par « en seulement 3 semaines Ouais, c'est ça. » Ça, c'est important. Il faudra que tu vendes la facilité absolument. Et moi, j'accepte bien volontiers d'être le je sais pas comment on peut appeler ça, le rabat-joie de la bande, de dire finalement c'est pas si simple que ça. Non, si vous voulez entreprendre, ça va vous coûter des sacrifices. Non, si vous voulez entreprendre, vous allez devoir renoncer à des choses. Oui, vous allez devoir faire des choix. Choisir, ça va vous demander de renoncer. Oui, ça va être difficile. Oui, vous allez pleurer. Oui, il y a des gens qui vont vous quitter. Oui, vous allez devoir vous séparer d'un certain nombre de relations qui sont peut-être agréables, mais qui vont freiner votre projet. Oui, vous allez devoir quitter l'endroit où vous vivez pour rejoindre l'endroit où se passe votre marché, etc., etc. Ça, c'est la réalité. Simplement, on n'est plus habitué à l'entendre. On n'est plus habitué à entendre le sens de l'effort. Et ce sens de l'effort, pourtant, il existe chez des gens extrêmement simples. Allez voir les artisans boulangers qui, à 5 heures, sont en train de bosser. Allez voir les restaurateurs. Ah ça, tout le monde est sur la photo le jour de l'étoile Michelin. Ça, c'est formidable. Mais la quantité d'heures de travail, de sacrifices qu'il y a derrière cette consécration, ça, on n'en parle jamais, ou très très peu. Mais c'est tellement valable dans plein de professions. Et je ne comprends pas qu'on ne valorise pas plus l'échec et l'effort. Mais est-ce que ça te servirait demain, parce qu'on a beaucoup parlé de réseau grand public, si on prend le cas d'un réseau B2B comme LinkedIn, est-ce que ça te servirait ou est-ce que ça te desservirait de publier une annonce en disant ça s'est mal passé avec 3 des derniers collaborateurs qui avaient cette mission-là au sein de la boîte, nous recrutons aujourd'hui 3 nouveaux collaborateurs, ou est-ce qu'il vaudrait mieux dire la famille s'agrandit, nous avons besoin de 3 nouveaux collaborateurs à la fin de la fin. Qu'est-ce qui te sert ou qu'est-ce qui te dessert ? Il y a forcément une raison si on veut toujours tout embellir, c'est que ça peut peut-être toujours mieux marcher. J'en parlais dans ma dernière newsletter, l'être humain adore entendre des histoires. On adore les histoires. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous raconte depuis tout petit pour nous distraire, les dessins animés, ou pour nous endormir. On adore les histoires. Mais encore faut-il savoir qu'elles sont fausses. Elles sont storytellées pour le coup. C'est-à-dire que non, on ne réveille pas une meuf en l'embrassant sur la bouche et en étant son prince charmant. Ça marche pas comme ça. C'est pas aussi simple. Mais Winnie l'ourson, il existe. Évidemment. Ah, ok, merci. Et tu vas pouvoir commencer à préparer ta liste au Père Noël, Léo. Yes. On arrive dans la période. Lui dis pas qu'il y a un mec en CDD en dessous de Mickey. Hein. Et donc... Quoi de quoi? Non. Ah, ok. Mickey... Non, parce qu'il a... Ah, ok, d'accord. Mickey, on ira le voir. Ah, Mickey Rourke? Oui. Ah oui, voilà. je m'en fous. Et donc, on parle jamais de ça et je trouve ça dangereux. On joue avec le feu parce qu'on se prépare des générations de dépressifs. On se prépare des gens qui ne sont plus habitués à faire face à la réalité. On se prépare des gens qui regardent des séries où construire un business prend 20 minutes.
Et on a tout de suite 40 collaborateurs dans un bureau magnifique qui coûte 25 000 $ le mètre carré, mais ça, on a complètement oublié, en plein New York. Non, c'est pas aussi simple. C'est plus dur que ça. Et je pense qu'on n'aide pas les gens à grandir en les éloignant des difficultés ou en leur vendant des histoires. On aide les gens à grandir en les confrontant à la réalité. Mais en fait, toi, ce que tu regrettes, Manuel, c'est qu'on valorise plus la réussite que l'effort lui-même. Absolument. Merci Léo. Je t'en prie. C'est un bon résumé des choses. Ça me fait plaisir. Et je pense que dans la vie, ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Parce que de toute façon, la vie, ça reste de toute façon un film dont tu as raté le début et dont tu connaîtras pas la fin. Donc, il faut accepter que tout ça nous dépasse. Quand je fais des interviews, etc., moi je le dis tout le temps que j'ai appris très vite que en fait, être influenceur, c'était pas ce qu'on m'avait vendu. C'était pas le truc où t'es dans ta chambre en caleçon à écrire des vidéos et c'est super simple et ça coule de source et 10 minutes après, elle sera en ligne. Ça n'a rien à voir avec ça. En fait, c'est dur comme métier parce que ce que tu vois à la base, toi, c'est le résultat. Tu dis putain, le mec, c'est trop stylé, il a tourné sa vidéo, il l'a postée, la vidéo elle est cool, les gens lui disent c'est trop bien ce que tu fais. Et en fait, toi, tu te retrouves tout seul chez toi, dans ton bureau, devant une page blanche et tu dois écrire un truc. Ça rejoint ce qu'on dit chez Imagine Influx, et c'est Manuel qui a trouvé la phrase, il faut rendre à César ce qui est à César. Ah, c'est Manuel par contre. J'ai dit quoi? Ah oui, d'accord. C'est une vanne. On les confond souvent, mais c'est Manuel son prénom. Avant de parler d'influence, parlons de talent. Et on sait que le talent, tu te réveilles pas un matin en sachant jouer au foot comme Neymar. Neymar, il a tapé contre un mur avec un ballon de foot pendant des années pour devenir Neymar. Et t'es en train de parler de ça, Léo, c'est-à-dire que toi, on t'a vendu la finalité. Ouais. La finalité, c'est qu'après tout ce travail, après avoir travaillé ton talent et après savoir faire les contenus qui provoquent l'influence, t'es influenceur. Et au début, on te raconte pas tout le chemin. On te dit à aucun moment que tu vas devoir en chier devant ta glace en prenant une fourchette, j'en souviens encore, et parler d'une fourchette pendant 10 minutes sans jamais t'arrêter pour savoir correctement parler avec une élocution et autres correcte, mieux que la moyenne en tout cas, je l'espère. On te vend la finalité. C'est exactement comme si aujourd'hui, quelqu'un qui voulait entreprendre, sa finalité, c'est être riche. Parce que finalement, en ayant entrepris plein de choses, t'accumules de l'argent dans ta boîte. Donc le métier, c'est être riche. C'est d'ailleurs tout le temps. C'est la même chose. C'est d'ailleurs tout le temps ce qu'on te vend, même dans les formations d'entrepreneuriat. Ils te disent pas que ce sont de bons entrepreneurs. Ils te disent j'ai fait tant de chiffres d'affaires l'année dernière. Mais finalement, si tu fais, oui, d'accord. C'est une fatalité, oui, ok. Et donc finalement, c'est ce que tu finis par rechercher en fait, puisqu'on ne te parle que de ça. Tu finis par ne rechercher que le résultat. Que la fin. Les gens veulent devenir... C'est le problème. Alors aujourd'hui, on a mis le point sur le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on te vend la fin de l'histoire. Les gens veulent devenir, comme on le disait tout à l'heure, connus parce que t'es invité à des soirées, parce que t'as un jet privé si t'es vraiment très connu, parce que t'as de l'argent et que tu branles rien. C'est pour ça que les gens veulent devenir connus, qui veulent être youtubeurs, être streamers, être tout ce que... Mais celui qui est connu, c'est pas ça qui le fait kiffer. C'est justement là le point qui est dramatique et qu'on n'explique jamais, c'est que le mec connu qui est connu, c'est parce qu'il le fait kiffer à la fin, si. Alors, voilà, malheureusement, on a de mauvais canards dans la troupe. Mais c'est super éphémère. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent une gloire assez rapide, qui passe souvent par la notoriété. Gangnam Style. Et qui ont connu un succès qui n'a aucune relation avec l'effort qu'ils ont fourni et qui ne comprennent plus la corrélation entre l'effort et la reconnaissance. Et quand tu t'es élevé là-dedans, ça devient vite très très compliqué. A contrario, il y a des gens qui fournissent beaucoup d'efforts et qui n'ont pas le succès qu'ils devraient avoir ou qu'ils méritent. La vie est injuste. Genre toi, Manuel, t'es pas connu. Pourtant, tu fournis beaucoup d'efforts, t'as réussi et t'es pas connu. Oui, mais c'est pas son objectif. Ça n'est pas mon objectif dans la vie. Oui, mais tu pourrais. Tu pourrais montrer le chemin que t'as fait et devenir connu grâce à ça. C'est-à-dire c'est-à-dire que la finalité, à chaque fois, ça pourrait être ça. Parce que Quel est le projet derrière le fait d'être connu ? Mais justement, il n'y en a aucun. C'est pour ça que tu t'en fous d'être connu au sens grand public, chanteur de la pop. Alors, je pense que chanteur de la pop n'est pas une carrière pour moi, mais... Non, mais tu vois, un chanteur, par exemple, genre Ed Sheeran, que j'adore, et qui n'a pas de téléphone, qui s'en fout complet des réseaux sociaux et autres. Lui, il sait juste une chose, c'est que plus il vend d'albums, plus il va pouvoir développer des moyens pour s'entourer sûrement d'équipes, voyager pour faire ses clips et faire des albums. Et ce qui le fait kiffer, c'est la musique.
Mais indirectement, c'est une conséquence. C'est pas ce qu'il avait peut-être choisi de base. Lui, ce qu'il voulait, c'est être chanteur, quoi. Chanter. Je pense que la raison pour laquelle on cite toujours ces deux exemples en réussite, donc à savoir l'argent et le fait d'être connu, c'est que c'est chiffrable. Tu peux C'est chiffrer. quantifiable, tu veux dire. C'est quantifiable, exactement. Tu peux quantifier ton nombre d'abonnés, tu peux quantifier Il a eu son rendez-vous avec le comptable. les vues d'une vidéo, tu peux quantifier un chiffre d'affaires. Et du coup, à chaque fois qu'on te vend une réussite, on te parle de ça. De un tel, il est invité ce soir parce qu'il a des milliards d'abonnés, lui il a fait tant de chiffres d'affaires l'année dernière, on te vend tout le temps ça. Donc au final, tu finis par te dire que putain, c'est ça la vraie réussite. Je ne veux pas donner de nom parce que dans mon métier, on est astreint au secret professionnel, mais je connais des tonnes de gens qui sont extrêmement connus, vraiment, des personnalités de premier plan, Jordi, et qui Mickey. et qui sont très malheureuses. Ah oui, mais attends, ça c'est encore un autre facteur. Attends, on pourrait parler de ça, c'est dingue. Et qui le vivent extrêmement mal. Ça, en général, c'est quand t'as pas cherché à être connu et que malgré, c'est malgré toi, avec le travail que t'as donné, qu'on t'a apporté cette reconnaissance. C'est toujours plus facile de bien vivre sa progression ou son succès lorsqu'il est corrélé à un effort que tu as fourni. Alors que lorsque il arrive comme ça de façon subite et presque imprévue, ça peut créer de grandes, mais vraiment des sources de désespoir, mais vraiment très profond, quoi. Si vous n'avez pas envie de vous pendre, ça n'est pas normal à ce stade. t'as envie de te pendre toi? Non, mais j'ai envie de comprendre à quel point Devrait. le regard des autres peut justement te toucher aussi de manière négative. Parce que on parle depuis tout à l'heure de dire que la réussite, on peut l'assimiler au fait d'être connu et autres, mais justement, Manuel, t'as totalement... Enfin, l'exemple que tu cites est... C'est pas tant le regard des autres que le manque du regard des autres qui atteint ces gens-là, je crois. C'est le fait de ne pas être regardé qui le supportent pas. Et à contrario, d'autres qui ne supportent pas être trop regardés. Moi, je pense que ce qu'il faut apprendre aux gens, c'est que tu sois regardé ou que tu sois pas regardé, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que ce que tu fais te fait kiffer? Est-ce que tu as le sentiment d'être un peu moins con que la veille? Et est-ce que tu as le sentiment d'être droit, utile et loyal avec les gens qui t'entourent? Une fois que tu as répondu à ces 3 questions-là, tu peux traverser à peu près toutes les tempêtes. Le reste, C'est que du business. ça va, ça vient. Tu vois, la vie est un grand escalator. Quand tu montes, n'oublie pas que tu recroiseras les mêmes personnes que quand tu descendras. Il va y en avoir des citations dans ce take-out. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours se remettre en question? Est-ce que à certains moments dans ta carrière, est-ce que tu dois te rendre compte de ça? Ou justement, l'objectif ultime, c'est d'assouvir tes propres objectifs, de répondre à tes ambitions, de ne regarder que ce que tu fais, de pas prendre en considération ce que font les autres. C'est quoi la barrière? Est-ce qu'il faut mettre une barrière brutale ou c'est toujours comme d'habitude la plupart des choses dans la vie, c'est de manière modérée qu'on avance le mieux? Parce qu'aujourd'hui, on subit ça. Tu te réveilles le matin, tu as Instagram devant la gueule, tu vas voir quelqu'un où tu auras l'impression qu'il a mieux réussi que toi, l'autre moins bien. Comment tu réagis face à tout ça? Est-ce qu'il faut se couper de ça? Est-ce que... Non, pas du tout. Tu ne soignes pas les suicidaires en les éloignant des fenêtres. Il va y avoir beaucoup trop de citations, c'est insupportable. Donc, c'est pas comme ça, non? Laisse accès à tout, te coupe pas des réseaux sociaux, etc. Mais comprends Ce que tu regardes. que la comparaison n'a finalement pas beaucoup de valeur. Il déteste que je finisse les phrases à sa place. Ça n'a pas d'intérêt, tu sais pas. Tu juges les autres sur des critères que tu ne connais pas. Tu peux adorer le compte Instagram de quelqu'un, tu peux envier le fait qu'il ait énormément de followers, etc. Et tu ne sais pas quel est le niveau de détresse derrière cette personne. N'oublie pas que derrière chaque individu, il y a de la souffrance. Et tu ne connais pas laquelle. C'est à la fois dramatique et intéressant. Oui. Ça t'oblige à être un peu plus bienveillant. Ça t'oblige à être moins radical Conscient. dans tes points de vue. Il y a forcément un sacrifice derrière une forme de succès. Tu peux pas prendre ton Twitter et insulter les gens parce que ça te fait marrer. Ça marche pas. Mais cette personne même souffre beaucoup. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs pas lui répondre. N'est-ce pas, Léo? Moi je réponds pas aux gens qui m'insultent.
Non, tu leur parles. C'est d'accord. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'était cool, les gars, merci. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, vous dites au revoir, bande d'enculés. Non, parce que c'est révéler un peu trop de mon intimité. Quoi donc? De dire au revoir, là. Ah. J'ai pas envie que les gens sachent que j'ai envie qu'ils passent une bonne soirée, par exemple, tu vois. J'ai peur d'être à l'extrémité de l'extimité. Ça t'a plu, ça, hein? La bise. Bye bye. Ciao. Redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais.